travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 40. En décidant de boycotter les Jeux, l'Amérique a plongé ses alliés occidentaux dans un dilemme douloureux. En France, par exemple, le gouvernement a laissé aux sportifs l'entière responsabilité de leur choix. Mis à part quelques fédérations, les athlètes français ont décidé d'aller à Moscou, ce qui n'empêche pas certains partis politiques, giscardiens en tête, de faire campagne pour le boycottage. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage là les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Puisque les Jeux Olympiques de Paris sont désormais tout proches et qu'ils commencent d'occuper beaucoup les esprits et de nourrir diverses controverses qui dépassent leurs propos et concernent directement la politique, cette actualité donne le goût d'une réflexion historique. Voici longtemps que beaucoup d'esprits bien intentionnés ont affirmé que le sport serait à même de transcender, au nom d'une sorte de fair-play universel, le monde des affrontements géopolitiques. Il s'agit là, bien sûr, d'une naïveté ou d'une hypocrisie. Et s'il est une période dont la chronique le démontre avec éclat, c'est bien le temps de la guerre froide entre 1945 et 1990. Nous allons donc y consacrer cette émission. Le déroulé des Jeux Olympiques de 4 ans en 4 ans, auréolés de leur éclat planétaire, mais aussi diverses compétitions intermédiaires de grand prestige, n'ont pas cessé de démontrer l'illusion d'une cloison entre les deux univers du sport et de la politique. Sylvain Dufraisse, mon invité, maître de conférence à Nantes Université, démontre dans un précieux ouvrage récent que le sport, pendant cette durée de presque un demi-siècle, a constitué un théâtre spectaculaire de la rivalité Est-Ouest, le champ de bataille d'une guerre d'influence où beaucoup de coups étaient permis. Les valeurs universelles du sport berniquent. À Moscou, on affichait l'obsession de voir l'impérialisme manipuler le monde des compétitions et à Washington, on dénonçait le faux amateurisme des athlètes communistes. Et au cœur même des deux blocs, les tensions intestines étaient multiples, éventuellement violentes. Sans compter qu'entre les deux puissants rivaux, d'autres nations, notamment celles du tiers-monde en essor, s'efforçaient de jouer leur partie. Toutes sortes d'épisodes retentissants, dont nous allons restituer quelques-uns, jonchent cette histoire d'une manière souvent pittoresque et quelquefois tragique. Ce sera chouette les Jeux Olympiques, tous ces athlètes dans la foulée, pour un marathon fantastique, à la seule force du mollet. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, l'émulation sur la cendrée. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, sinon de Dieu, il n'y avait leur petit drapeau, leur petit fanion, couleur kaki, cacadois des frontières, leur petit drapeau pour chaque nation qui claque au vent d'une musique militaire. Ce serait chouette, les souvenez-vous, les n'oubliez pas que la guerre est conne, les recueillements sur les tours où les soldats fusillés dorment. Ce serait chouette, les souvenez-vous, les manifestations de paix. Ce serait chouette, les souvenez-vous, sinon de Dieu, il n'y avait leur petit drapeau, leur petit fanion, leur petit tambour qui battent la cadence, leur petit drapeau, leur petit fanion qui claque au vent d'une minute de silence. Sylvain Dufraisse, bonjour. Bonjour. Nous voici, grâce à Catherine Sauvage, c'est une chanson de Henri Tachant de 1973, nous voici au cœur de la problématique
qui va être celle de notre conversation. D'un côté, l'aspiration à un universalisme rêvé, et de l'autre, le plus concret de l'intervention des nations et des nationalismes. Cette tension entre l'universalisme et puis le nationalisme, elle est fondamentale quand on travaille sur l'espace international des sports et sur aussi les usages du sport en fait par les États. Et cette tension, on la voit émerger dès le début finalement, dès le début du mouvement olympique, déjà dans le choix par exemple de la ville d'Athènes en 1896, où finalement le gouvernement grec a soutenu en fait pour mettre en avant la nation grecque renaissante l'accueil des Jeux Olympiques à Athènes. Mais on le voit aussi par la manière dont les journalistes interprètent les performances et ce qui se déroule dans les stades. Dès ce moment-là, en effet, par exemple, les journalistes américains font des victoires américaines, celles des missionnaires de la République, des missionnaires du régime républicain, et également aussi une mise en avant du creuset américain, du melting pot américain, qui permet en fait aux meilleurs athlètes de naître. Mais on a également des témoignages comme celui de Charles Maurras, qui est contre la vision de l'olympisme coubertinien. Il est envoyé spécial à Athènes et il écrit quelques chroniques où il présente les épreuves qui ont cours dans le stade. Et ce qu'il voit, c'est que des passions nationales sont exacerbées, s'exacerbent, et par exemple le public encourage les sportifs, interprète les victoires comme des passions nationales. Et dans le même temps, à partir de ce qu'on peut savoir de l'époque hellène, il y a l'idée de cette trêve olympique que l'on veut continuer de promouvoir. Je vois que encore en 2023, l'année dernière, une résolution a été adoptée par l'ONU disant que pour l'édification d'un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l'idéal olympique, il faut continuer d'avancer. Oui, et cette référence à l'olympisme antique, elle a aussi un objectif dans un moment où les organisations internationales du sport commencent à naître, sont en concurrence pour la domination du sport international. La référence à l'Antiquité, aux Jeux olympiques antiques, c'est un moyen de rendre cette compétition légitime. Vous faites allusion à Pierre de Coubertin, naturellement, qui est le prestigieux fondateur des Jeux olympiques modernes, avec chez lui aussi, dans ses propos, beaucoup d'ambivalence. Et écoutons-le s'exprimer en 1935, à l'orée des Jeux olympiques si fameux de Berlin, qui ont contribué pour Hitler à promouvoir l'éclat du nazisme autour de la planète. La première caractéristique essentielle de l'olympisme ancien, aussi bien que de l'olympisme moderne, c'est d'être une religion. En ciselant son corps par l'exercice, comme le fait un sculpteur d'une statue, l'athlète antique honorait les dieux. En faisant de même, l'athlète moderne exalte sa patrie, sa race, son drapeau. J'estime donc avoir eu raison de restaurer dès le principe, autour de l'olympisme rénové, un sentiment religieux transformé et agrandi par l'internationalisme et la démocratie qui distingue les temps actuels, mais le même pourtant qui conduisait les jeunes Hellènes ambitieux du triomphe de leurs muscles au pied des autels de Zeus. De là découlent toutes les formes cultuelles composant le cérémonial des Jeux modernes. Il m'a fallu les imposer les uns après les autres à une opinion publique longtemps réfractaire et qui ne voyait là que des manifestations théâtrales, des spectacles inutiles, incompatibles avec le sérieux et la dignité de concours musculaires internationaux. On est en 1935, Sylvain Dufraisse, donc juste avant les Jeux de Berlin. Dans ce propos, on peut déjà discerner cette tension entre deux aspirations, puisqu'il parle d'un côté de l'internationalisme et de l'autre de la nécessité pour chaque athlète de défendre sa patrie, sa race, sa nation. Ce n'est pas indifférent, la race. Oui, alors cette lecture, finalement, on voit qu'elle a évolué, cette lecture de Coubertin, puisque Coubertin, lorsqu'il
imagine la relance de ces Jeux Olympiques en 1892. Dans une atmosphère britannique, de sorte de libéral. Exactement, c'est un libéral qui est fasciné par l'éducation à l'anglo-saxonne, par le développement du sport, et qui s'inspire aussi d'expériences qui avaient cours, de projets qui avaient pour objectif de créer des rencontres sportives pour rassembler les élites dirigeantes, les futures élites dirigeantes. Ce que Pierre-Patrick Clastres en fait met en avant dans un article, c'est la chevalerie des sportsmen. L'idée, c'est ne pas du tout d'avoir des compétitions qui soient ouvertes à l'ensemble de la population, mais d'avoir des compétitions qui rassemblent les futures élites. Et c'est pour ça que le principe d'amateurisme est fondamental dans les Jeux Olympiques. Seuls ceux qui ont du temps, en fait, à dégager pour le sport peuvent y participer. Nous retrouvons ce grand débat. J'observe que actuellement en France, il y a une discussion qui a été lancée notamment par Éric Orsena et par Guy Druth, un ancien champion olympique, qui était aussi ministre de la Jeunesse et des Sports dans un gouvernement d'Alain Juppé, naguère. Il propose qu'on mette Coubertin au Panthéon. Et puisque vous citez l'excellent historien des sports, qu'est Patrick Clastres, je vois que dans Le Monde, précisément, il remet en cause cette idée, en s'appuyant sur un certain nombre d'arguments intéressants. Oui, il remet en cause cette idée, en particulier en s'appuyant sur les positions sur les femmes, sur l'accès des femmes aux compétitions internationales, puisque Pierre de Coubertin, à l'origine, n'est pas pour des Olympiades dans lesquelles les femmes participent. C'est un des arguments qui est mobilisé pour ne pas justifier une panthéonisation de Coubertin. Plus ses relations avec Hitler à la fin de sa vie, puisqu'il est mort en 1937. Exactement, et puis le fait qu'il se soit rapproché du régime nazi, en particulier qu'il ait accepté que les Jeux Olympiques se déroulent à Berlin en 1936 et servent en fait de vitrine au régime hitlérien. Il a parlé de son admiration pour Hitler. Beaucoup plus tard, on a demandé à De Gaulle s'il ne voulait pas mettre Coubertin au Panthéon. Il a eu cette formule, je cite toujours Patrick Clastres dans Le Monde, « L'idée est à retenir, mais Coubertin, ce n'est quand même pas Jean Moulin ». Et on le voit en fait aussi comment le CIO et aussi l'ensemble du mouvement sportif à la fin des années 30 côtoient les dirigeants nazis, les dirigeants fascistes qui ont investi au cours des années 30 le sport international comme un moyen de prestige, de mettre en avant les révolutions anthropologiques qui ont cours dans ces régimes et qui utilisent la performance sportive, la comptabilité des victoires, la comptabilité des médailles comme une espèce de baromètre de la transformation et des succès du régime. Alors on a des éléments aussi qui sont notables, le fait que des dirigeants nazis, des dirigeants fascistes cherchent au cours des années 30 et à la fin et au cours des années 40 à transformer l'ordre international du sport, qu'ils considèrent comme étant un ordre beaucoup trop anglais, beaucoup trop français, et ils cherchent en fait à faire que seuls les meilleurs puissent avoir le pouvoir dans les fédérations internationales. Et cette question de la proximité avec les régimes fascistes et nazis, elle pose quand même quelques problèmes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Mais y voilà. Puisque, par exemple, des dirigeants comme Clarence von Rosen, qui était membre du CIO pour la Suède, a assumé en fait avoir des idées proches du nazisme. Ce qui est très frappant quand on voit renaître l'olympisme après 1945, notamment avec les Jeux de Londres, c'est qu'on aperçoit déjà ce qui sera constant, c'est-à-dire une opposition entre, d'un côté, l'affichage d'un certain pacifisme, après la Seconde Guerre mondiale, et en même temps, quelque chose comme une façon de mimer la guerre. Oui, et c'est ce que, par exemple, les sociologues du sport Charles Thiou et Jean-Michel Faure ont appelé la construction circulaire de l'universalisme sportif. Comment c'est à la fois cette défense d'un internationalisme pacifique et en même temps cet investissement national des États qui va faire le succès des compétitions internationales sportives. Il faut du temps pour que on retrouve l'ambition de l'internationalisme, parce que à Londres, le premier jeu olympique après la guerre mondiale, les Allemands et les Japonais sont exclus. Les Japonais et les Allemands sont exclus et les Soviétiques ne sont pas encore présents, puisque les Soviétiques, entre 1921 et 1937, avaient décidé d'organiser une internationale parallèle
puisqu'ils considéraient que les instances sportives étaient trop bourgeoises. Donc ils avaient mis en place l'Internationale rouge du sport, qui devait rassembler les fédérations ouvrières et qui a abouti à l'organisation de la Spartakiade en 1928 à Moscou, qui calquait finalement les Jeux Olympiques. Et comme finalement les compétitions ouvrières n'avaient pas forcément un niveau extrêmement relevé, et puis comme Staline voyait également durant les années 30 ce qui se passait en Italie, ce qui se passait en Allemagne et le prestige qu'on pouvait avoir en fait en utilisant des victoires, ce qui justifie l'investissement progressif du sport international par les soviétiques, c'est la possibilité de s'adresser à un public large. Finalement, au-delà du public communiste, au-delà de ceux qui sont déjà proches de l'URSS, le sport permet de s'engager dans ce que les soviétiques appellent une diplomatie populaire. Et c'est là que les Jeux olympiques d'Helsinki sont intéressants, ceux de 1952, qui se tiennent dans un pays neutre, en Finlande. On est en pleine guerre froide, qui voit face à face le bloc américain et le bloc soviétique. Le Monde écrit, le journal Le Monde, son correspondant écrit, on avait craint les antagonismes trop flagrants, les chauvinismes exacerbés entre des teams en guerre froide. La guerre fut chaleureuse, mais ce fut la guerre idéale des stades, où on lutte épaule contre épaule, où l'on se serre la main, où l'on éprouve les noblesses et les bonheurs du corps. Avec le recul, est-ce que ce n'est pas une vision un peu irénique de ce qui s'est passé à Helsinki ? Alors, c'est une vision irénique de ce qui s'est passé à Helsinki, mais on voit aussi comment l'opération de propagande des soviétiques a fonctionné. Donc, les soviétiques se sont rapprochés des fédérations internationales à partir de 1946, et ils ont pu entrer au CIO en 1951, ce qui leur a garanti la participation aux Jeux Olympiques de 1952 à Helsinki. Alors, la sélection des athlètes soviétiques qui pouvaient participer aux épreuves, elle a été progressive et elle dépendait du niveau des athlètes, puisque pour Staline, seule la victoire est possible et les athlètes doivent briller sur la scène internationale. Alors, certaines conditions ont été négociées entre le Comité national olympique soviétique et le Comité international olympique. Le CIO. Le fait, par exemple, d'avoir deux villages olympiques. Un qui rassemble les athlètes du bloc de l'Est et un pour les autres athlètes. Alors les athlètes du bloc de l'Est sont rassemblés à Otaniemi et cet espace est un espace dans lequel il y a des portraits de Staline et des devises soviétiques qui sont affichées et qui est perçu par les journalistes occidentaux comme un espace clos, comme un camp. Mais un camp qui va progressivement s'ouvrir. Alors, à mesure que les compétiteurs soviétiques font preuve en fait de fraternité dans les stades. On voit par exemple le responsable de la délégation soviétique Piotr Denisenko en athlétisme qui félicite en embrassant son homologue Bob Richards qui était un pasteur américain dans le stade. Cela montre en fait la bonne volonté des soviétiques et ce qui est aussi intéressant c'est que ces scènes de fraternisation elles se multiplient. Alors une des plus célèbres et celle qui va donner lieu aussi à de nombreux reportages, c'est le repas qu'organisent les dirigeants soviétiques dans le village d'Otaniemi et qui rassemble les rameurs américains et les rameurs soviétiques et où ensemble ils vont échanger des présents. Les Américains amènent par exemple des chewing-gums aux soviétiques et les soviétiques vont porter des toasts à l'amitié entre les peuples, à l'entente internationale permise par le sport. Là on se rapproche de l'idéal, encore une fois, de rapprochement des peuples, quelles que soient les oppositions qu'ils nourrissent pour toutes sortes d'autres raisons. Et c'est au fond cette idée peut-être un peu idéalisée que rejoignent les souvenirs de Christian Doriola, qui était un escrimeur, qui a obtenu une médaille dans ces Jeux d'Helsinki et qui les évoque de la façon que voici. C'est une émission des ateliers de création des radios locales de Radio France en septembre 2000. On est presque un demi-siècle après. On avait fait 2 villages olympiques de façon à ce qu'on ne se rencontre que sur le terrain de compétition et absolument pas dans le village. Mais en dehors des compétitions obligatoires, ils ne voulaient pas voir de mélange possible, qu'il puisse y avoir des comparaisons entre les uns et les autres. Nous, quand nous allons faire du sport, nous allons faire du sport, nous ne allons pas faire de politique.
Donc les dirigeants pensent qu'il y a ceci, il y a cela, mais tout ça s'est effacé lorsque nous nous rencontrons. Moi je tire contre un Russe, je ne sais pas qu'il est Russe. Je tire contre un Hongrois, je ne sais pas qu'il est Hongrois, mais il met le masque sur la tête, c'est un adversaire. Et je pense que dans pratiquement tous les autres sports, c'était la même chose. Christian Doriola tire, c'est au fleuret, c'est au champion olympique du fleuret. Et il rejoint une idée, à vos yeux, quelque peu idéalisée de ces Jeux d'Helsinki. Oui, cette vision de Christian Doriola, elle rejoint la vision de jeu presque idéalisée de 1952. Alors en effet, il y a les scènes de fraternisation que j'ai déjà évoquées, mais ce qui est aussi intéressant dans ces Jeux Olympiques d'Helsinki, c'est comment se mettent en place à la fois des stratégies d'influence, l'usage des sportifs socialistes pour défendre la cause des régimes socialistes. On pense par exemple à Zatopek qui va faire le marathonien tchécoslovaque Zatopek qui va réaliser des conférences publiques où il met en avant la supériorité des régimes socialistes. On pense aussi à la question du classement des médailles, puisqu'il va y avoir un débat sur ce classement officieux des médailles. Est-ce qu'on tient compte du niveau des médailles, l'or, l'argent et le bronze, ou bien non? Alors exactement, et ça c'est tout un débat entre les soviétiques et les américains. Les soviétiques vont prôner plutôt la comptabilité générale de médailles, alors que les américains vont défendre plutôt le nombre de médailles d'or dans ce classement officieux des médailles. Donc on le voit dès 1952, dans les Jeux Olympiques d'Helsinki, se construisent différents types de luttes d'influence. C'est plus clair encore aux Jeux de Melbourne qui suivent 4 ans plus tard, en 1956. En effet, alors une des caractéristiques des Jeux de Melbourne, c'est que c'est la première fois où le village olympique est commun et où les soviétiques et les Américains sont rassemblés dans un même lieu. Ce qui est encore plus notable aux Jeux Olympiques de Melbourne, c'est les effets de la situation géopolitique internationale. L'insurrection en Hongrie et la répression par les soviétiques, mais aussi la question du canal de Suez qui va aussi générer des boycotts. Donc, avec le débarquement des Français et des Anglais, débarquement malheureux en Égypte. Exactement. Donc plusieurs pays boycottent, on pense par exemple aux Pays-Bas, qui boycottent les Jeux Olympiques de Melbourne. Et certaines épreuves aux Jeux Olympiques de Melbourne revêtent une dimension géopolitique. On pense par exemple à ce qui a été appelé plus tard le bain de sang de Melbourne, c'est-à-dire un match de water-polo entre les soviétiques et les hongrois. Du sang dans l'eau. Du sang dans l'eau, oui. Alors le water-polo, c'est un sport plutôt rugueux, où les coups parfois pleuvent. Et là, ce match permet à deux équipes qui sont parmi les meilleures du monde de s'affronter. Mais quelques semaines après la répression par les soviétiques de l'insurrection hongroise, ce match revêt une nouvelle interprétation et dans la piscine, il y a des représentants des exilés hongrois qui encouragent bruyamment l'équipe hongroise. Et un soviétique a un geste malheureux. Il donne un coup à l'arcade sourcilière d'un des nageurs hongrois. Et ce nageur sort en fait le visage couvert de sang. Les journalistes, les photographes bien sûr, prennent cette scène en photo et le lendemain dans la presse, elle fait la couverture des journaux. Ça apparaît comme métaphorique en somme. Ce match en fait apparaît comme métaphorique et à partir de ce moment-là, on a une mise en scène, une mise en récit géopolitique des matchs et des résultats des matchs. Et voilà que la politique fait de nouveau intrusion très violemment. D'ailleurs, il est notable que Christian Doriola, que je faisais entendre tout à l'heure, a gardé un bien moins bon souvenir de 1956. Melbourne, 1956, quelques jours après l'invasion des chars soviétiques à Budapest. C'est la seule fois où nous avons ressenti qu'il y avait de la politique, autre chose que la vie sportive qui intervenait. Mais là, c'était vraiment un cas spécial. Il y avait une ambiance horrible. Les Hongrois tiraient comme des révoltés. Là, eux, ils pensaient à ce qui se passait dans leur pays. À la limite, toutes les personnes qui regardaient, enfin, de notre côté, espéraient voir les Hongrois gagner.
Ça ne servait strictement à rien. Et eux tiraient comme des fous. Ce n'était pas pour voir gagner le sport, c'était pour gagner la nation contre l'autre. C'est terrible, ça. Oui, ça c'était horrible. C'est un mauvais souvenir, le sport. Réintroduction donc des passions politiques, et cette fois-ci à l'intérieur de l'un des deux camps, puisque c'est une des manières que peuvent avoir les démocraties populaires dominées par Moscou de manifester, encore une fois métaphoriquement, leur protestation, leur combat. Et beaucoup d'athlètes hongrois choisissent aussi la liberté à Melbourne en 1956 et décident de ne pas regagner leur pays d'origine. Choisir sa liberté, c'est une formule de l'époque qui est due à Kravchenko qui avait fait un livre « J'ai choisi la liberté ». Exactement, et cette image en fait des nations asservies qui décident de choisir le camp d'en face, elle va être mobilisée en particulier dans ce qui va être appelé l'opération Griffin. C'est quoi ça ? Donc cette opération Griffin, c'est une opération qui a été portée par des dirigeants de Sports Illustrated, qui est le grand journal sportif américain et dont certains dirigeants étaient aussi d'anciens conseillers du président Eisenhower. Cette opération Griffin, elle consiste à soutenir les Hongrois qui décident de faire défection. Alors un avion est affrété pour les conduire aux États-Unis après négociation avec le gouvernement américain. Et aux États-Unis, ces athlètes qui ont quitté la Hongrie sont mis en scène dans une grande opération qui s'appelle le Freedom Tour en janvier 1957, où ils défendent la cause des exilés hongrois et ils cherchent aussi à lever des fonds. En 57, juste après la révolte de Budapest. Exactement, en janvier 57, dès leur arrivée, puisque les Jeux Olympiques de Melbourne avaient eu lieu fin novembre, début décembre. Et un autre thème qui devient très important dans l'affrontement de fait des passions des deux côtés, des deux blocs de la guerre froide, c'est la question de l'amateurisme, réel ou pas réel. Je crois qu'il faut qu'on s'y attarde un instant, car c'est une arme psychologique et politique de grande ampleur. Oui, les dirigeants américains se font dans les instances internationales les grands défenseurs de l'amateurisme. Mais ils constatent également que les meilleurs sportifs américains, en basket par exemple ou en lutte, ne peuvent prendre part aux compétitions olympiques puisqu'ils appartiennent à des ligues professionnelles. Ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'est qu'ils ne cessent de demander un contrôle du statut des soviétiques et également des autres représentants des équipes socialistes. C'est à partir des années 50 que naît l'idée d'amateurs d'État, c'est-à-dire d'athlètes qui sont payés par le gouvernement pour pouvoir s'entraîner. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que pour les Jeux Olympiques de 1956, à Melbourne, un groupe de travail au Pentagone a été constitué afin d'imaginer les opérations de propagande qu'on pouvait réaliser lors de ces JO. Sur le thème de l'amateurisme ? Et il planche justement sur la question de l'amateurisme. Et ce que note ce groupe de travail, c'est qu'il y a un problème puisque les statuts aux États-Unis sont tout aussi ambigus. Et des soldats sont aussi des sportifs et certains bénéficient de bourses, donc comme en URSS. Dans les universités. Exactement. On s'éloigne décidément de l'ambition abstraite de Coubertin. Je vois que en 1949 encore, le CIO fixait une règle pour tous les sports. Il disait « Un amateur est celui qui s'adonne et s'est toujours adonné par goût et par distraction, ou pour son bien-être physique ou moral, à la pratique du sport, sans en tirer aucun profit matériel, directement ou indirectement, et selon les règles de la Fédération internationale du sport pratiqué par lui. » Or, c'est largement une illusion, même si avant la guerre, un sportif aussi prestigieux que Jules Ladoumègue, en France, avait vu sa carrière naufrager par le fait qu'il avait accepté de se faire rembourser un certain nombre de tickets de train pour aller dans une rencontre sportive en province. Et d'ailleurs, le CIO, pour tenter de contrôler cette question de l'amateurisme, met en place une commission d'amateurisme pour voir si finalement les athlètes remplissent les conditions.
Alors, ce qui est notable, c'est que Konstantin Andrianov, par exemple, le membre soviétique du CIO, répond toujours aux lettres qui lui sont adressées par les autres dirigeants en disant mais il n'y a pas de professionnels en URSS, tous nos athlètes sont des amateurs, ce sont encore des éléments de langage de propagande, de la propagande américaine. C'est évidemment une calembredaine. C'est exactement. La question de l'argent est évidemment de grande importance. Chacun se renvoie face à face l'idée qu'il y a une sorte de pourriture capitaliste d'un côté, hypocrite de l'autre. Il y a un épisode très très curieux vers lequel je voudrais, Sylvain Dufresne, vous entraîner maintenant. C'est celui de Nina Ponomareva, qui est arrêtée à Londres pour vol d'un chapeau en août 1956, à l'aube des Jeux Olympiques de Melbourne, où elle doit se rendre précisément. Écoutez donc ce que Jacques Salbert, reporter fameux à l'époque, qui est à Londres, correspondant de la radio à Londres, ce qu'il dit pour évoquer cet épisode. Et ensuite, je vous demanderai de le commenter, car au-delà des circonstances qui sont un peu dérisoires, on peut en tirer, je crois, quelques enseignements intéressants. Jamais une histoire de chapeau volé, ou soi-disant volé, n'a provoqué de tels remous. Nous disions hier que cette histoire était rocambolesque, elle dépasse aujourd'hui les limites du ridicule. Avant-hier, mademoiselle Nina Ponomareva, championne soviétique de lancement du disque, était arrêtée par la police anglaise sous l'accusation d'avoir volé 3 chapeaux valant au total 1600 francs. Elle devait hier matin se présenter devant le tribunal de simple police. Le juge, après l'avoir attendue en vain pendant plus de 2 heures, lança un mandat d'arrêt contre elle, comme l'exige la loi anglaise. Scotland Yard se mit en chasse, mais ne trouva jamais trace de mademoiselle Ponomareva. Aujourd'hui, 100 000 Britanniques environ s'apprêtaient à se rendre au stade de White City pour assister à la première journée du match d'athlétisme Grande-Bretagne-Russie qui s'annonçait comme devant être sensationnel. Or, en fin de matinée, les soviets annonçaient que par suite de l'infâme provocation dont s'étaient rendues coupables les autorités britanniques vis-à-vis de Nina, le match était annulé. Les Russes refusèrent de livrer Nina, et pour 3 chapeaux volés, ou soi-disant volés, la rencontre Grande-Bretagne-Russie soviétique n'aura donc pas lieu. Tout cela est évidemment parfaitement absurde. Scotland Yard a peut-être montré un rigorisme hors de propos dans cette histoire, mais de leur côté, les Russes ont agi d'une façon stupide. Les Soviets sont, paraît-il, convaincus de l'innocence de Nina. Ils ont peut-être raison, mais on ne comprend pas dans ce cas pourquoi Nina ne s'est pas présentée devant le tribunal. Si elle avait été innocente, elle aurait été acquittée. Si elle avait été reconnue coupable, elle aurait eu à payer une amende certainement très légère. Mais les Russes semblent n'avoir confiance que dans leur propre justice, et ils ont estimé que leur prestige national dépendait de cette histoire de chapeau volé. Cela prouve le danger qu'il y a à identifier le sport avec la propagande nationale. En Russie, comme dans d'autres pays et comme en Allemagne avant la guerre, un athlète national n'est plus un citoyen normal. C'est un porte-drapeau de propagande et on en arrive à des absurdités de ce genre. Conclusion de bon sens, on y revient toujours. C'est dangereux d'identifier le sport avec un patriotisme ou un nationalisme. Soit, mais de fait. Alors, il y a 2 éléments qui m'apparaissent particulièrement intéressants à expliquer d'abord. Tout d'abord que, à partir du milieu des années 50, les échanges sportifs se multiplient par-delà le rideau de fer, à cause de la multiplication, par exemple, des championnats du monde, championnats d'Europe, mais aussi des matchs bilatéraux, comme on voit ici à Londres. Deuxième élément, le fait que les journalistes ne s'intéressent pas qu'aux compétitions, mais s'intéressent aussi aux athlètes soviétiques en dehors des compétitions. Et cet exemple, la Nina Ponomareva, il nous montre parfaitement comment, en fait, un imbroglio à côté des compétitions devient une affaire internationale. Alors le 29 août, la délégation soviétique est à Londres, elle doit participer à un match contre l'équipe britannique qui doit permettre de préparer les Jeux Olympiques. Et la lanceuse de disques Nina Ponomareva, donc une des figures les plus importantes, puisque les lanceuses de disques sont vraiment les fers de lance de l'athlétisme soviétique, et puis sont aussi des icônes, des héroïnes soviétiques. On pense à la station Place de la Révolution, sous la Place Rouge,
où il y a une statue de bronze d'une lanceuse de disques à côté d'autres héros soviétiques comme le douanier, le kolkhozien ou l'ouvrier. Il y a toujours une stature assez puissante. Exactement, des statures assez puissantes. Alors, Nina Ponomareva, elle est en train de se promener au centre de Londres et elle visite un centre commercial. Et dans ce centre commercial, elle est arrêtée pour avoir volé, alors ce n'est pas uniquement un chapeau, c'est 2 bérets, un chapeau à plumes et 4 serre-têtes. Tout ça. Et elle les a glissés dans son sac. Alors, elle a été prise la main dans le sac justement par un agent de sécurité. Elle est convoquée au tribunal et puis elle se terre dans l'ambassade. Le meeting est annulé. Il est question également qu'une tournée du Bolchoï à Londres soit annulée. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est la manière dont cette affaire se développe dans la presse internationale, c'est vraiment un feuilleton. On essaye de savoir où est Nina, où elle se cache, est-ce qu'elle va apparaître au tribunal. Alors le Washington Post, le 5 septembre 1956, également ajoute une interprétation à ce scandale. Nina a dévoilé au monde l'économie de pénurie de l'URSS. Alors bon. Oui, puisque les athlètes soviétiques bénéficient de primes très élevées. Et ils font partie finalement des nouvelles élites que le régime soviétique a produit. Et même un membre des élites ou une membre des élites n'est pas en mesure de s'acheter un chapeau. C'est ça en fait que les Américains et que la presse américaine met en avant dans cet exemple. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Alors maintenant, il faut avancer, Sylvain Dufraisse, dans la chronologie, et que vous nous disiez ce que les Jeux Olympiques de Mexico ont pu signifier. On est cette fois-ci en 1968. Alors ces Jeux Olympiques de Mexico, ils sont intéressants pour plusieurs raisons. D'une part, c'est la première fois que des délégations de RFA et de RDA concourent lors de ces Jeux Olympiques sous leur propre nom en fait, puisque avant de 1956 à 1964, il y avait une équipe allemande unifiée lors des Jeux Olympiques. Parce qu'il y a eu d'autre part des matchs de football. Il y a un fameux match de football entre les deux Allemagnes où, à la surprise générale, c'est la RDA qui gagne 1-0 contre la RFA. Exactement. Et là, aux Jeux Olympiques, c'est la première fois finalement que la RDA peut lutter sur le terrain sportif. Mais ce n'est pas uniquement le seul intérêt de ces Jeux Olympiques. C'est aussi la première fois qu'il y a des contrôles antidopage. C'est aussi la première fois qu'il y a la mise en place du contrôle de sexe pour les femmes athlètes. Et puis aussi, c'est un espace où les athlètes afro-américains vont défendre publiquement la cause des Afro-Américains aux États-Unis. En particulier, ils vont mettre l'accent par des gestes sur les discriminations que les Afro-Américains subissent aux États-Unis. On pense par exemple à Tommy Smith et John Carlos, c'est au podium du 200 mètres où ils lèvent le poing. C'est important parce qu'on voit s'introduire dans la politisation des jeux et du sport des éléments de tension interne à chacun des deux blocs, de fait. Et ces deux personnages que vous venez d'évoquer sont éliminés définitivement de toutes les compétitions. Oui, mais ce n'est pas le cas d'un autre qui avait aussi manifesté son soutien à la cause des athlètes afro-américains, comme Lee Evans, puisque on avait besoin de cet athlète pour remporter le 4x400 mètres, et donc il n'a pas subi les sanctions qui ont été celles de ses homologues Tommy Smith et John Carlos. À Stockholm précédemment, un entraîneur avait séquestré dans un vestiaire un athlète noir pour éviter qu'il entre en compétition. Oui, et alors aussi, à Jeux Olympiques de Mexico, un des boxeurs afro-américains va montrer qu'il n'est pas d'accord avec Tommy Smith et John Carlos, et lui, il va brandir le drapeau américain alors qu'il remporte la médaille d'or. Mais cette contestation interne, en fait, aux deux superpuissances, on la retrouve également à l'égard de l'Union soviétique. On pense par exemple à la gymnaste tchécoslovaque, Vera Čáslavka, qui, ostensiblement, alors qu'elle est sur le podium, baisse la tête lorsque l'hymne soviétique est joué. Il faut savoir que Vera Čáslavka avait soutenu publiquement la libéralisation du régime tchécoslovaque. En 68. En 68, exactement.
Et il y a d'autre part l'arrivée du tiers-monde. Cette opposition binaire entre les deux blocs se complique. Oui, et c'est aussi un terrain de la lutte d'influence, puisque les dirigeants soviétiques comme les dirigeants américains multiplient les gestes pour diffuser leur influence sportive dans les pays nouvellement indépendants. Alors, ils utilisent différents biais. D'abord, ils organisent des tournées des athlètes soviétiques ou américains en Afrique, en Asie, pour finalement promouvoir leur modèle d'organisation du sport. Ils accueillent par des bourses des athlètes et des entraîneurs dans les universités américaines ou les instituts de culture physique soviétiques. Mais ils aident aussi à construire des équipements. Par exemple, le stade de Jakarta, qui a été construit pour les Jeux panasiatiques de 1962, a été financé par les soviétiques. Donc on voit en fait une aide multiforme. L'amateurisme d'un côté et toujours l'argent qui circule partout. Il y a une Olympiade, naturellement, Sylvain Dufraisse, qui voit l'intrusion avec une grande violence dramatique des conflits extérieurs dans le déroulement des événements. C'est évidemment à Munich, avec l'attentat contre les athlètes israéliens. On est en 1972, et je vous propose les souvenirs de Charles Bietri, qui était à l'époque un jeune journaliste sportif, qui évoque ce moment de la façon que voici. Dans le village olympique, malgré l'intransigeance de Golda Meir, est-ce qu'on espérait malgré tout une issue heureuse de cette prise d'otage ? C'est cet incroyable quiproquo qu'il y avait jusque-là. Quand on est aux Jeux Olympiques, on croyait toujours qu'il y avait une trêve olympique. Et on croyait toujours que le mal n'existait pas, que la tricherie n'existait pas. Vous savez, à ce moment-là, on pensait même que le dopage n'existait pas et qu'on était sur une oasis de paix absolument fantastique, et que ces extraterrestres qui étaient venus faire une prise d'otage là, je sais pas, ils allaient repartir et on n'entendrait plus parler. C'était, je caricature un peu, mais c'était presque ça. On a très peu de gens entrevoyaient une issue tragique. On disait non, ça va bien se finir, c'est pas possible. Ce témoignage de Charles Bietri est emprunté à la fabrique de l'histoire de notre cher Emmanuel Laurentin et aussi de notre chère Aurélie Luneau, en date du 4 septembre 2000. Alors rappelez-nous, Sylvain Dufraisse, ce qui s'est passé, le drame de cet assaut de Septembre Noir contre des athlètes israéliens qui a tourné au carnage. Alors, dans le village olympique qui était ouvert à la circulation, un commando de l'organisation Septembre Noir s'introduit le mardi 5 septembre au petit matin dans les appartements de la délégation israélienne et prend 11 athlètes en otage. L'entraîneur de lutte, Moshe Weinberg, est directement abattu. Et ce recours en fait à la prise d'otage est un moyen de frapper l'attention et de dépasser les défaites récentes. Alors, ce qui est décidé, c'est finalement d'amener les otages sur un aérodrome militaire. L'assaut final en fait est un carnage puisque les athlètes sont abattus et également un policier et également une partie des preneurs d'otages. Alors ce que réclamaient les preneurs d'otages, c'était la libération de 200 prisonniers emprisonnés en Israël. Alors ce qui est surtout intéressant dans cette prise d'otages, c'est le fait que la proximité du centre de presse permette à cette prise d'otage d'être en direct sur les écrans internationaux et sur les ondes internationales. 690 millions de téléspectateurs en fait assistent à cette prise d'otage. Cela devient un événement monstre et un journal libanais va évoquer en fait que c'était comme peindre sur une montagne le nom de la Palestine. Et cet événement monstre provoque ensuite beaucoup d'inquiétudes sur la question de la sécurité dans les Jeux Olympiques. Et c'est ce qui explique en particulier les dépenses de sécurité, aussi le coût très très élevé des Jeux Olympiques de Montréal. Toujours l'argent qui arrive, dont on a besoin, et que la diffusion par la télévision permet aussi de rassembler beaucoup mieux qu'auparavant. C'est aux Jeux Olympiques de Mexico, en 1968, que l'on a les premières diffusions en mondovision et en direct.
Et le CIO, donc Comité international olympique, bénéficie de l'augmentation des droits télévisés qui sont vendus bien sûr aux chaînes américaines, mais aussi aux chaînes japonaises et aux chaînes européennes. Les Jeux olympiques suivants sont marqués par un double boycott d'un côté et de l'autre, qui mérite qu'on s'y attarde. On avait l'impression que la guerre froide était en train de devenir une guerre fraîche, et pourtant la tension demeure très forte dans les Jeux qui sont ceux d'un côté de Moscou et de l'autre de Los Angeles, c'est-à-dire en 1980 et en 1984. Alors, la candidature soviétique pour les Jeux Olympiques de 1980 est préparée de très longue haleine, puisque dès 1956, les dirigeants sportifs soviétiques évoquent la possibilité de l'organisation des Jeux Olympiques. Alors, en 72, les dirigeants soviétiques échouent à obtenir les Jeux Olympiques, et c'est Montréal qui les obtient en 1976, et ils décident progressivement de changer leur manière de procéder, d'accueillir de plus en plus de compétitions internationales intersoviétiques pour montrer la qualité des infrastructures soviétiques, et puis de montrer leur ouverture politique. Et les dirigeants soviétiques se font les chantres de l'olympisme contre une dérive progressivement commerciale. Pour l'Union soviétique, ces jeux sont très intéressants dans la mesure où ils constituent ce qu'ont appelé des historiens soviétiques, des historiens russes, une modernisation oubliée. Pour accueillir les touristes, ils ont construit d'énormes hôtels. Ils ont aussi essayé d'améliorer les services de restauration, les services d'hôtellerie, de se rendre plus accueillants. Et la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques est une véritable démonstration. C'est la première en fait à être aussi longue et à avoir d'aussi gigantesques tableaux où sont mis en avant le caractère fédéral et multinational de l'Union soviétique, puis aussi la qualité des acrobates aussi soviétiques. Ce genre de fête sera désormais le fait de toutes les éditions ultérieures des Jeux Olympiques. Exactement. Et ces Jeux sont cependant boycottés, puisque alors l'idée de boycott, elle émerge dans les cercles gouvernementaux américains en 1978. Donc bien avant l'invasion de l'Afghanistan, et l'idée c'est de défendre la question des droits de l'homme en URSS. Parce que c'est l'invasion de l'Afghanistan qui a été le prétexte affiché pour le refus des Américains d'aller à Moscou. Exactement. Et au départ, en fait, ce boycott, il a été pensé pour défendre la cause des dissidents ou défendre aussi la cause des Juifs du URSS qui ne pouvaient pas quitter l'URSS. Alors, c'est l'invasion de l'Afghanistan qui constitue le détonateur et qui pousse Jimmy Carter, le président américain, à annoncer le boycott. Alors, ce boycott suscite quand même des réticences de la part des alliés des États-Unis. Alors, certains, comme Margaret Thatcher, eux, sont complètement d'accord, mais le gouvernement français... C'est assez son habitude d'être d'accord avec Washington. Oui, mais le gouvernement français, par exemple, lui qui a aussi soutenu des entreprises françaises pour qu'elles obtiennent des contrats lors de l'organisation de ces Jeux Olympiques, lui, est finalement plus réticent. Et puis, souvent, la diplomatie française défend l'autonomie de l'olympisme par rapport aux politiques et finalement la non-ingérence du politique dans ce domaine-là. Et écoutez donc le témoignage de Jean Hatzfeld, qui à l'époque était titulaire de la rubrique de sport à Libération et qui évoque ici ses souvenirs. C'est un extrait de L'œil du tigre, une émission de Philippe Collin en septembre 2018. Jean Hatzfeld. Tous les journalistes se sont sentis un peu obligés de dénigrer et ces jeux et cette cérémonie parce qu'on se sentait un peu gêné de participer à des jeux qui étaient boycottés et on était mal à l'aise. Mais au fond de nous, on a été enchantés. Cette cérémonie d'ouverture était magnifique. C'est la première grande cérémonie d'ouverture olympique. Après, il y en a eu d'autres. Les Américains ont fait exactement la même chose après, et tout le monde, la Corée, etc. C'est-à-dire des cérémonies basées sur des fresques historiques, du retour à l'histoire du pays, au monde, etc. Avec c'est extrêmement grandiloquent. C'est un petit peu une espèce d'opéra populaire, etc. C'était très beau. Et à l'image des jeux qui, eux aussi, ont été des grands jeux. Parce qu'on a dit d'emblée, avant qu'ils commencent, c'est souvent comme ça, les journalistes, qu'ils allaient être ratés parce qu'on voulait qu'ils soient ratés ou qu'on sentait, mais en fait, ils n'ont pas été ratés. Au bout de quelques secondes d'ouverture des jeux, on s'est
complètement moqué des absents. C'est souvent ça, hein. Les absents, ils ont toujours tort. Et c'était dommage qu'il n'y ait pas les Américains. Ça s'est peut-être vu un peu plus spectaculairement au moment de la natation et peut-être de certaines épreuves d'athlétisme, parce qu'effectivement, voir un 100 mètres sans black américain, ça faisait un peu bizarre. Mais sinon, pour l'ensemble des Jeux, on a très vite admis l'idée qu'il y avait des absents, mais qu'on allait faire avec. Et on a été emporté par ces Jeux, même si on savait par ailleurs qu'on savait très bien qu'ils avaient vidé Moscou d'une partie de la population pour des raisons de sécurité. On savait très bien qu'on avait des gens du KGB derrière nous dès qu'on allait dans la rue. On savait tout ça. Mais malgré ça, on était pris par une ambiance extrêmement touchante et on a été pris un peu par le charme de ces Jeux finalement. Il s'agit donc des Jeux Olympiques de Moscou en 80 et réponse du berger à la bergère. En 1984, à Los Angeles, les Russes et Soviétiques, à leur tour, boycottent des Jeux Olympiques qu'ils estiment trop dominés par les Américains. Oui, alors les Jeux Olympiques de 1984 sont organisés à Los Angeles. Alors quand on analyse les sources soviétiques, eh bien les dirigeants soviétiques préparent ces Jeux Olympiques et commencent à développer des programmes pour que leurs athlètes brillent en terre américaine. Mais ces programmes sont contrariés par tout un tas de pressions qui sont annoncées contre les sportifs soviétiques lors des futurs Jeux à Los Angeles. En particulier, il y a un groupe qui s'appelle Band Soviets qui est composé de représentants de la droite religieuse américaine, mais aussi des exilés est-baltes ou des exilés d'Europe de l'Est, qui ont pour objectif de manifester, voire de kidnapper des athlètes soviétiques et des représentants du bloc socialiste. Donc, cette perspective, elle justifie pour les autorités soviétiques le boycott de ces Jeux de 1984. Sans que ce soit forcément la raison centrale. Sans que ce soit la raison centrale. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les organisateurs américains qui veulent que ce soit une réussite commerciale et ils envisageaient, en fait, ils souhaitaient que les soviétiques soient présents puisque cette confrontation soviéto-américaine, elle donnait du sel aux compétitions, elle permettait de donner de l'intérêt. Alors, pour éviter que tous les représentants du bloc socialiste ne soient pas présents, ils font financer en fait par le comité d'organisation le déplacement des Yougoslaves et le déplacement des Roumains aux États-Unis. Vive Tito, vive Ceausescu, qui peuvent marquer une certaine indépendance, à l'époque une distance, une certaine autonomie par rapport à Moscou. Exactement, et vive Mao également, puisque c'est le grand retour aussi des sportifs chinois lors de ces Jeux Olympiques de Los Angeles. Alors, ces Jeux Olympiques, ils sont également intéressants puisque ils introduisent de nouvelles manières de financer les Jeux Olympiques. On se rappelle, les Jeux Olympiques de 1976 ont été un désastre économique. Les organisateurs des Jeux Olympiques de 1984 souhaitent que ce soit tout l'inverse. Alors, que font-ils ? Eh bien, ils vont lancer de grandes campagnes de levée de fonds pour pouvoir financer la réfection des équipements. C'est par exemple McDonald's qui finance le stade nautique ou Fuji qui finance le pas de tir. Ils vont également vendre $3,000 le kilomètre le fait de pouvoir porter la flamme olympique. Et ils vont aussi utiliser les symboles des Jeux Olympiques comme des marques, ce qui leur permet d'avoir des revenus. Et ce qui est là à souligner, c'est le fait que cette méthode de financer l'organisation des Jeux Olympiques devient un modèle pour les dirigeants du CIO qui vont s'en inspirer pour, par exemple, lancer un programme qui s'appelle The Olympic Partnership, qui est encore existant et qui permet d'avoir un certain nombre de sponsors limités. C'est aussi pourquoi en face commence à se développer toute une critique, bien sûr, de l'argent sportif. C'est un élément nouveau de ces années-là. C'est un élément nouveau et un des porte-étendards de cette critique, c'est Fidel Castro, qui justement dénonce la commercialisation effrénée du sport international et de l'olympisme, et ce qui justifie que la sélection cubaine boycotte les Jeux Olympiques qui ont lieu en Corée du Sud en 1988. À Séoul. La position soviétique, on le sait, en Union soviétique depuis 1985, c'est Gorbatchev qui est au pouvoir, évolue et finalement se convertit aussi à la commercialisation du sport, en particulier pour financer le sport de haut niveau qui est très coûteux.
Il reste que, à d'autres égards, le sport peut servir une diplomatie de rapprochement. Je pense à ce qu'on appelle la diplomatie du ping-pong entre les États-Unis et la Chine. La diplomatie du ping-pong, elle est intéressante dans la mesure où le sport permet de construire des canaux futurs de collaboration. De quoi s'agit-il concrètement ? Alors, la diplomatie du ping-pong, elle fait référence à ce qui s'est déroulé en 1971 à Nagoya. En effet, lors du championnat du monde de tennis de table, les pongistes chinois et américains se rencontrent. Et là, par exemple, un pongiste américain avec des cheveux longs, avec des t-shirts avec des motifs californiens, qui s'appelle Glenn Cowan, serait entré par erreur dans le bus de ses homologues chinois. Et cela aurait permis de nouer des contacts entre les athlètes, ici les pongistes, qui se seraient poursuivis par des échanges de cadeaux entre Cowan et Zedong, donc Zhang Zedong, le pongiste chinois le plus célèbre. Donc des scènes de fraternisation prises en photo par les journalistes. Et puis les pongistes chinois proposent alors aux athlètes américains de venir les visiter durant 7 jours en Chine, alors que les deux pays n'ont pas de relations diplomatiques encore. Ça va préparer le rapprochement entre Washington et Pékin, de fait. Les récits des pongistes sont assez amusants parce qu'ils expliquent que les Chinois ont eu la courtoisie souvent, alors qu'ils étaient meilleurs, de les laisser gagner. Ce qui est à noter dans cette expérience, c'est la manière dont le sport peut être utilisé pour développer des canaux informels diplomatiques en amont des rapprochements diplomatiques. Oui, et c'est là-dessus que nous allons être contraints de clore, Sylvain Dufraisse, notre conversation. Nous, sans remarquer qu'en somme, pendant toute cette période qui se clôt avec la chute du mur et avec la fin de l'URSS, décidément, l'histoire a zigzagué entre l'ambition de l'autonomie par rapport aux forces politiques et la réalité de l'intrusion de toutes sortes de façons des affrontements géopolitiques des blocs et aussi du tiers-monde et d'autres pays. Sylvain Dufraisse, je vous remercie d'avoir été à ce micro ce matin pour parler avec nous de l'histoire sportive de la guerre froide. Votre livre est ainsi intitulé et a été publié au Nouveau Monde tout récemment, en 2023. Et vous avez publié un livre chez Champvallon qui s'appelait « Les héros du sport, une histoire des champions soviétiques ». En fait, c'était 2019 un travail issu de votre thèse de doctorat. Et puis je signale aussi le livre passionnant de Pierre Assouline qui s'appelle « Le nageur », qui est consacré à la personnalité d'Alfred Nakache, qui avait été juif déporté et qui a repris ensuite une carrière sportive après la guerre. Il a beaucoup à nous apprendre sur cette thématique des rapports entre la guerre et les aspirations pacifiques du sport international. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site et les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Fantastique, oui, c'est athlétique. On va faire du sport et gagner la médaille d'or. Oh, c'est fantastique. Le sport, c'est magique. Le badminton, la natation, l'escrime, la lutte et l'aviron, le rugby, le golf et l'athlétisme, le water-polo et le cyclisme. Oh, c'est fantastique. Oui, c'est athlétique. On va faire du sport. Je ne vous traite sûrement pas comme un enfant, Sylvain Dufraisse, mais c'est sur le fond d'une comptine que nous allons nous séparer, qui évoque un certain nombre des sports, des Jeux Olympiques. De Pauline, les comptines de Pauline, que je vais rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs qu'ils viennent d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Inès Benslama, réalisée par Vincent Abouchard, avec Benjamin Reyes à la prise de son, Kiting Wang à la discothèque, Isabelle Forrendu pour les archives de l'INA et Rodolphe Meunier pour la documentation. Et gagner la médaille d'or, oh, c'est fantastique. Le sport, c'est magique. La gymnastique, le volley-ball, le tennis, le foot, le basketball, le canoë-kayak, l'équitation, le tennis de table et le plongeon. Oh, c'est fantastique. Oui, c'est athlétique. On va faire du sport et gagner
c'est ma